Alors, chers auditeurs, bienvenue à ce 16e épisode et tout d'abord, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025. Encore avec moi, Jocelyn. Jocelyn, comment ça va? Bonjour, bonjour Jean-François, ça va très bien. Maintenant, je suis à Pau, dans le sud de la France, mais ne salivez pas, il fait -5. Donc, je ne suis pas en costume de bain sur la plage ou à déambuler dans les rues. Il va faire froid pendant quelques jours encore. Bon, moi, tu vois, il fait -12 en ce moment, Ah mais, bon, mais, mais- mais avec un beau soleil. Fait que c'est quand même. c'est la même chose à Pau, soleil extraordinaire. Bon, ben écoute, ça tombe bien que tu sois à Pau parce que tu vas peut-être avoir l'occasion de saluer François, François Ah, Bayrou, le nouveau premier ministre qui a été nommé un peu avant Noël. Euh, eff- parce que c'est le, effectivement, parce que c'est particulier, contrairement à nos politiciens au Québec, au Canada, euh, François Bayrou est premier ministre, mais il est aussi maire de ouais, Pau. Une ouais. espèce de cumul des mandats, même si techniquement en France, c'est interdit. Je ne crois pas que ça s'applique clairement, ça ne s'applique pas pour le poste de premier ministre, ça s'applique pour les postes de député et de ministre, mais Ouais. pas premier ministre. C'est sûr qu'en France, ils veulent de plus en plus dissocier les fonctions parce que sinon, on appelle ça le cumul des mandats et parfois on se demande s'ils ont vraiment le temps de travailler leur dossier. Bien sûr, ils ont des assistants parlementaires, des assistants municipaux, mais je crois que le payeur de taxes en veut pour son argent et veut voir son maire ou son député ou son sénateur euh, agir dans les fonctions pour Ouais. lesquelles il a été élu au niveau national surtout. Puis tu fais mention Donc, des assistants parlementaires, ça a été un scandale en France parce que justement, avec le cumul des différents mandats, il y a des ouais, scandales. Puis François Bayrou lui-même, son parti politique a été accusé, mais a été ouais, blanchi. ouais. Je crois qu'il y aura quand même un autre procès dans l'avenir. Mais donc, la question, c'était, vous aviez un assistant parlementaire qui travaillait pour un député européen, mais sur des tâches de politique nationale ou municipale en France ou vice-versa. Donc, ça faisait la mauvaise utilisation des fonds publics. Puis Marine Le Pen a été d'ailleurs condamnée pour ça il y a quelques mois, ce qui Ouais. pourrait la rendre inéligible aux prochaines élections Elle aura sa sentence au mois de présidentielles. mars. Voilà, donc les prochaines élections présidentielles qui normalement devraient être prévues en 2027. Donc, si elle est reconnue coupable, elle pourrait ne pas être en mesure de se présenter à la succession d'Emmanuel Macron, qui, lui, ne pourra pas se représenter à nouveau en vertu d'un changement à la Constitution française qui a été fait il y a quelques années de ça. Écoute, dis-moi, je pense que de mémoire, on avait discuté lors du premier épisode de la nomination du prédécesseur de François Bayrou comme premier ministre, puis on s'était posé la question, est-ce que la France vivait une crise politique, une crise de régime? Puis je pense qu'on en avait conclu que c'était d'abord, à ce stade-ci, c'était plus une crise politique, qui n'était pas Oui, impossible de penser que le président Macron pourrait être en mesure de nommer un premier ministre qui pourrait conserver pendant une certaine période de temps la confiance de l'Assemblée nationale. Bon, dans le cas du précédent, cette confiance-là aura duré à peine 3 mois. Donc maintenant, il faudra voir dans le cas de Bayrou qui a été nommé, en fait, qui s'est retrouvé Premier ministre. C'est une histoire assez rocambolesque. Il s'est fait convoquer la journée où on a annoncé sa nomination. Il s'est fait convoquer à l'Élysée à 8 heures le matin par Emmanuel Macron qui lui a dit, écoute, ce sera pas toi que je vais choisir comme Premier ministre. Donc, il est parti en furie. Et 3 heures plus tard, il était reconvoqué à nouveau à l'Élysée pour se faire dire, bon, ben finalement, ça va être toi, mon premier ministre. Donc, ouais, la confiance entre lui, le chef de l'État, n'est pas nécessairement au rendez-vous, mais ça montre qu'il a réutilisé en tout cas des menaces parce que son parti, le MoDem, fait partie de la coalition macroniste. Donc, il aurait menacé de se retirer de la coalition de Macron s'il n'était pas nommé Premier ministre. Donc, c'est assez rocambolesque. Et puis, ouais, je ouais. pense, 2, 3 jours après sa nomination, il y a dans le territoire outre-mer, près des Comores, Mayotte, à Mayotte exactement, pardon,
il y a eu un ouragan qui a ravagé l'île. Oui, tout à fait. Et puis au moment où il aurait dû être là, on parlait du cumul des mandats, il présidait la séance de son conseil municipal. Puis Oui, tout à fait. il a été critiqué pour ça. Il dit, tu devrais Ouais. plutôt être à Ouais. Mayotte plutôt que d'être à Pau. Donc, Les relations entre les deux ont toujours été bonnes en général. Euh, c'est François Bayrou qui avait appuyé François Hollande à un moment donné où contre Sarkozy voulait Sarkozy. se représenter. Et puis après, comme c'est un centriste, il avait été séduit par Emmanuel Macron lors de l'élection de 2017 et il est devenu ministre De la pendant quelques justice, semaines, ouais, voilà, pendant quelques semaines dans le premier gouvernement Macron, mais il a dû démissionner. à cause de l'affaire Euh, des assistants parlementaires. voilà, Ouais. voilà. Et donc, sa période de gloire a été courte, mais il a toujours soutenu le président. Et en retour, on l'a nommé commissaire au plan. Ça fait très soviétique. Et les humoristes en France se demandaient qu'est-ce que ça voulait dire. Et à chaque fois qu'il était interviewé, les gens lui demandaient où est le plan? Et le plan de quoi exactement? Le Ouais. plan pour Emmanuel Macron de gouverner, le plan pour rebâtir l'économie française. On n'a jamais trop su sur quoi il travaillait, mais en tout cas, ça lui donnait un strapontin C'est ça. national. Ça lui permettait d'être à Paris plutôt que d'être à Pau. Bon, ça prend, c'est pas des grandes distances, hein, c'est 1 heure d'avion entre les deux villes, mais quand même, quand on est un homme politique comme Bayrou, qui s'est présenté 3 fois à la Hmm. présidentielle, on veut être là où ça compte Ouais. et c'est toujours à Paris pour l'instant. Ouais. Bon, ben écoutez, parlons de Trump qui va entrer en fonction officiellement dans moins d'une semaine. Donc, il a annoncé, ça va commencer, comme on dit, ça va commencer sur des chapeaux de roue, son mandat, surtout en matière de politique étrangère. Ben, vous avez suivi comme nous les menaces d'annexion du Canada, les insultes d'Elon Musk à l'égard de Justin Trudeau qui s'est amusé à le traiter de gouverneur du 51e État américain. Ouais. Les velléités aussi de Trump sur le Groenland. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission avec notre invité qui a écrit un texte pour le Corim cette semaine, qui a écrit précisément là, sur la question du Groenland. Mais Trump a aussi fait des déclarations sur le canal de Panama, parce que ça a déjà été sous contrôle américain dans le passé. Donc, ce serait la volonté de Trump que ça redevienne le cas dans un avenir rapproché. Ben, dis-moi, d'abord, on va essayer aussi, au cours des prochaines semaines, si c'est possible, d'avoir un invité spécial pour une longue discussion sur la relation entre le Canada et les États-Unis. Donc, une personne qui a vraiment œuvré au cours de sa carrière là, professionnelle dans cette relation-là au niveau diplomatique, un poste très important. Donc, on travaille là-dessus. On va vous revenir, on l'espère, d'ici une semaine ou deux avec cette émission spéciale-là. Mais ben, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, c'est dans les traits de caractère de Trump de faire Ben, des déclarations comme ça, mais est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Puis si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire, ces menaces-là? Est-ce que ça cache ouais. un projet de politique internationale plus ambitieux? Moi, j'oscille entre la bouffonnerie et le sérieux, bien sûr. Et je rappelle toujours que quand Trump était au pouvoir lors de son premier mandat, tu te souviendras qu'il avait dit qu'il allait incinérer la Corée du Nord. Si Jong-un arrêtait pas de lancer des missiles en direction de la Corée du Sud, du Japon et de menacer le territoire américain. Donc, il avait publiquement dit qu'il allait rayer de la carte du monde la Corée du Nord. Puis soudainement, on apprend qu'il va aller le rencontrer à Singapour ou
dans une autre ville asiatique. En fin de compte, ils se sont rencontrés 3 fois, Mhm. même à la frontière Ouais. Il a, si explosive entre les deux Corées. puis il avait Il a mis traversé le aussi la pied, frontière. voilà, Ouais. il a traversé la frontière pendant quelques minutes et le président nord-coréen l'attendait. Et il a vanté les qualités du président nord-coréen au point où il disait qu'il s'échangeait des lettres d'amour. Donc, évidemment, tout ça n'a pas mené à grand-chose, sinon peut-être de détendre l'atmosphère entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis. Maintenant, Trump n'a pas fait un deuxième mandat, donc on n'a pas vu la suite de cette rencontre. Peut-être que là, il y aura une autre rencontre, ou en tout cas un dialogue avec la Corée du Nord. Pour revenir au Groenland, à Panama, au Canada, on a l'impression que le président, cette fois-ci, est engagé dans une politique impériale où il veut récupérer d'abord Panama parce qu'il y aurait des intérêts chinois qui menaceraient Panama. Or, il faut savoir que la question de Panama a toujours été une question très controversée entre l'ensemble de l'Amérique latine et les États-Unis. Et c'est pour ça que Jimmy Carter, en 1977, a accepté de signer le traité de rétrocession du canal, rétrocession qui a eu lieu formellement en 1999. Et donc, euh, cette rétrocession a unifié l'Amérique latine envers les États-Unis. C'était un excellent coup politique. Et si aujourd'hui le président Trump voulait récupérer le canal de Panama, ben, il se mettrait à dos tous les Sud-Américains, même ceux qui lui sont le plus favorables, comme le président de l'Argentine, par exemple, Mhm. Milei, qui est très favorable au président Trump. Alors, est-ce qu'il va mettre ces menaces à exécution? On va le voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le Groenland, évidemment, c'est une autre histoire. C'est un territoire sous la juridiction danoise. Pas la première fois que Trump convoite le Groenland. Voire même Frédéric pas- Lasserre va en parler ouais, plus pas, en détail après. pas juste Trump, mais d'autres présidents Ah oui, américains avant lui. si on remonte à une centaine Ah d'années, oui. il y a toujours eu les velléités de s'emparer de ce bloc de glace, si je peux m'exprimer ainsi, où il n'y a pas grand monde finalement, à peu près 60 000 habitants. Donc, cette fois-ci, Trump dit, pour des raisons de sécurité, les ressources naturelles, la calotte glaciaire qui fond, donc qui rend de plus en plus possible la navigation presque 365 jours par année dans cette région. Il nous faut le contrôle du Groenland, alors que les Américains ont déjà une base au Groenland, comme ils en ont une en Islande, par exemple, qui est un pays membre de l'OTAN, mais qui n'a pas d'armée. Et donc, l'armée islandaise, ben, c'est la base militaire Mhm. américaine sur place. Alors, et il y a évidemment l'inconnu du Canada. Comme il a dit, j'utiliserai la force contre le Groenland et le Panama, mais pour le Canada, il y aura un traitement spécial. Alors, on verra ce que c'est. Est-ce que c'est une surtaxe à la surtaxe ou, ou bien une petite expédition de quelques policiers qui vont venir remettre une lettre au premier ministre canadien en lui disant très laconiquement, rendez-vous. Alors, pour éviter Les tout effusions de sang. affrontement. Alors Ouais. voilà, c'est ce que ça m'inspire pour l'instant. Il faut voir venir les choses. Ouais, ben, écoute, on va en parler plus longuement dans la deuxième partie avec Frédéric Lasserre, mais moi, c'est mon impression, puis évidemment, je peux me tromper. Je pense que Trump est en train de, je pense qu'il comprend ce qui est en train de se passer sur la planète. Oui. Puis d'ailleurs, j'en ai discuté la semaine dernière. J'avais une entrevue à la télévision kazakh, puis c'est à peu près, je vais vous résumer à peu près ce que j'ai dit. Moi, je pense que
les gens réalisent, Trump peut-être le réalise directement ou implicitement, mais les États-Unis, c'est plus la puissance, l'hégémonie mondiale que ça a pu être pendant les 30 années qui ont suivi la fin de la guerre froide. Les États-Unis sont concurrencés sur le plan militaire, mais surtout sur le plan économique par la Russie, par la Chine, le bloc des BRICS. Ouais, Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que maintenant, il essaie un petit peu de sauver ce qui peut être sauvé. Donc, se concentrer sur l'Amérique, sur les États-Unis et de capter le plus de ressources stratégiques, le plus de ressources naturelles possible. Mais ça passe aussi par le contrôle d'espaces stratégiques, comme le passage du Nord-Ouest dans l'Arctique canadien. Donc, c'est la voilà. raison pour laquelle là, il voudrait peut-être s'approprier le Groenland, mais aussi le canal de Panama, où des bateaux chinois transitent pour faire du commerce. Donc, c'est un peu la même méthode que les Chinois font lorsqu'on regarde la construction d'îles artificielles dans la mer de Chine. Ils essaient aussi de prendre le contrôle du détroit de Malacca en Indonésie, parce que ça, c'est des lieux hyper stratégiques pour le commerce chinois. Moi, j'ai l'impression que Trump utilise les mêmes tactiques que la Russie et la Chine. Et donc, il essaie si on veut, de, 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 de faire de la forteresse Amérique ou la forteresse États-Unis l'espace là, stratégique par excellence. Puis on l'a vu, il a déjà annoncé qu'il allait imposer des tarifs tarifaires de 100% sur certains produits chinois. Donc, moi, j'ai l'impression que sa tactique, sa stratégie, c'est de renforcer autant que possible l'économie américaine. Il va essayer de rapatrier autant que possible aussi les lieux de fabrication de micropuces, de microprocesseurs, les semi-conducteurs, qui en grande partie sont encore faits à Taïwan, en Corée du Sud. Mais je pense que c'est plus dans l'objectif des Américains de protéger ces espaces-là dans un avenir plus ou moins rapproché. Donc, une fois où ces usines-là auront été relocalisées aux États-Unis, et si la Chine se décidait d'envahir Taïwan ou la Corée du Nord se décidait d'envahir une nouvelle fois la Corée du Sud, je suis pas certain on verrait les Américains y envoyer des dizaines de milliers de soldats, des navires de guerre pour aller défendre ces endroits-là. Donc, j'ai plutôt l'impression que la politique étrangère de Trump, ces déclarations-là cachent en fait une espèce de retour à l'isolationnisme qui est Mhm. dans l'ADN américain, hein. Oui, si on regarde depuis 1945, les Américains ont été très impliqués sur la scène mondiale, mais à l'exception de la période 1945, on va dire 2020, 2025, historiquement, les Américains ont été beaucoup, beaucoup plus isolationnistes qu'expansionnistes. Puis lorsqu'on regarde aussi la volonté de Trump de vouloir mettre la fin à la guerre en Ukraine, ben, il a aussi affirmé que s'il y avait un cessez-le-feu, c'est hors de question qu'il y ait des troupes américaines sur place pour faire Ouais. respecter le cessez-le-feu. Puis il a dit on va arrêter d'investir, d'envoyer de l'argent à l'Ukraine puis à Zelensky dans ce conflit-là. Donc, ça montre aussi la volonté de ne plus s'occuper de l'Europe, de ne plus défendre l'Europe, de laisser les Européens défendre leur continent par eux-mêmes. Et donc, pour moi, tous ces Mais, éléments-là, ça euh, montre une espèce de volonté isolationniste. mais est-ce que, pour poursuivre dans cette direction, j'aimerais entendre ta réflexion sur l'Asie, parce que le pivot asiatique, il se fait, et il ne faut pas oublier qu'il y a au Japon 40 000 soldats américains et il y Mhm. en a 25 000 en Corée du Sud. Et donc, si l'Amérique s'isole, elle va d'abord retirer ses troupes. Et en retirant ses troupes, elle annonce que le bar est ouvert Oui. et qu'il risque d'y avoir des gens qui veulent combler le vide, non? Oui, 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 mais tu vois, dans le cas de la guerre en Ukraine, on sait que les Américains ont pris des stocks d'obus, d'armement de la Corée du Sud pour l'administration Biden, en tout cas pour les envoyer en Ukraine. Ils ont aussi redéployé des missiles patriotes qui étaient au Japon pour les envoyer en Ukraine. Donc, au final, ça montre aussi que sur le plan opérationnel, l'armée américaine a plus nécessairement les moyens de ses ambitions. OK. Et puis, peut-être que les États-Unis se sont rendus compte là, de leurs limites à cet égard-là. Et puis, on va voir, les 4 prochaines années vont être déterminantes, mais moi,
moi, personnellement, je ne serais pas surpris de voir un désengagement graduel des États-Unis, Mhm. de l'Europe. En fait, c'est déjà annoncé avec la volonté de faire la guerre en Ukraine, mais peut-être aussi de la Corée du Sud Mhm. et du Japon. Parce que, tu Il sais, y a, il y a- sur le plan, je dirais rapidement, c'est sur le plan stratégique, oui, l'armée américaine, la marine américaine a une flotte extrêmement puissante dans le ouais, Pacifique, mais là, il ne faut pas négliger le fait que maintenant, les Russes, avec leurs missiles Oreshnik qui voyagent à 10 fois la vitesse du son, ben, ce que ça signifie en quelque sorte, c'est si ces missiles-là sont armés d'ogives, de têtes d'ogives nucléaires, c'est des missiles qui volent trop vite de toute façon pour être interceptés. En quelque sorte, ça signifie que la puissante flotte américaine du Pacifique, techniquement, pourrait être anéantie en 10 tout minutes, à là. fait, tout à Donc, fait. les Américains, sur le plan militaire, technologique, ben, on retourne un peu à l'époque de Spoutnik et de Gagarine. Le premier bip-bip dans l'espace, ça a été les Soviétiques là, Ouais. qui l'ont émis, ça n'a pas été les Américains. Donc, en ce moment, sur le plan militaire, on peut pas dire que, sur le plan technologique, on peut pas dire que l'armée américaine a un avantage sur ses ennemis. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre ça en considération. Et puis, Et en la- plus, elle a dépensé des milliards pour s'équiper de 10 ou 11 porte-avions, plus tous oui, les navires qui soutiennent cette machine. Or, si on peut, on a toujours dit que les porte-avions étaient des sitting ducks d'une certaine ben façon, oui. qu'on pouvait les démolir très rapidement. Comme Alors les chars évidemment, d'assaut. oui, Comme les chars voilà, d'assaut qui coûtent, ma foi, il faut vérifier combien coûte un char d'assaut Abrams américain. Mais ah maintenant, oui, on le c'est voit en Ukraine, cher. ça peut être détruit avec un drone qui coûte 100 pièces. Ouais. Et ça, Donc, c'est quand ils sont capables de circuler dans la boue et puis sur les routes ukrainiennes. euh, Il y euh, a euh, eu des problèmes. exactement. Donc, tu sais, à quelque part, sur le plan de la guerre, l'art de la guerre, les présupposés qu'on avait il y a 10 ans de ça sont révolus aujourd'hui, là. Donc, Mm. de puissants porte-avions, de puissants chars d'assaut. On se rend compte en Ukraine que ça n'a pas vraiment l'impact qu'on pensait que ça pouvait avoir, là. Et puis, Est-ce que, ouais, est-ce que le fait que Trump veuille agrandir le périmètre un peu de l'Empire américain avec le Canada, le Groenland, Panama, euh, est-ce que les États-Unis sont pas en train de dire ça, c'est notre zone d'influence exclusive et on va la défendre coûte que coûte? Et puis pour le reste du monde, à vous de jouer finalement. Chacun va installer ses zones d'influence. Il y a quelques années, Condoleezza Rice disait, il n'y a pas de zone d'influence, ça n'existe pas. Il n'y a que les Russes pour penser à ça. Ça m'apparaît être la déclaration la plus stupide qu'elle ait pu prononcer. Il y a toujours eu des zones ouais. d'influence depuis que l'homme est l'homme et depuis que l'homme agit en société. Et donc, la zone d'influence américaine, elle est bien établie, elle est mondiale, mais comme tu le disais, elle est peut-être en contraction finalement, et que l'Amérique du Nord va devenir sa forteresse. Ouais, ça me semble être le cas. Puis, tu sais, au-delà des menaces là, d'annexion du Canada, je pense que tu sais, je pense qu'avec Trump, il y a toujours un premier degré puis un second degré. Je pense que derrière les menaces, derrière la blague, Mhm. je pense qu'il critique vraiment le gouvernement canadien de ne pas être en mesure de défendre Ouais. l'Arctique, de pas avoir, dans le monde d'aujourd'hui, de 2025, de ne pas avoir une armée à la hauteur des défis qui s'annoncent devant nous. On Mhm. en avait déjà discuté. Il manque du personnel dans les forces armées. Le Canada a envoyé, je pense, de mémoire, 4 chars d'assaut en Ukraine. C'est à peu près, tu sais, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait se permettre Oui, oui. d'envoyer. Tu sais, bon, l'armée canadienne, ça fait pitié, là. Puis malheureusement, le 11 novembre dernier, il y a des images qui circulaient là, je pense que c'est la marine canadienne dans la région de Vancouver, là. Bon, on voyait une armée qui n'était même pas capable de marcher au pas, là. Ouais. Donc, disons que ça, je pense que ça, c'est un élément qu'on doit considérer. Puis je pense que le deuxième degré, dans les déclarations de Trump, c'est ça, là. Il disait, les amis, là, vous êtes membre de l'OTAN, vous avez des obligations, 2% de votre PIB à investir dans les forces armées, mais au-delà de tout ça, si je suis en train de construire la forteresse américaine, je vais avoir besoin de votre soutien,
Puis si vous ne voulez pas le faire volontairement, ben, je vais vous forcer à le faire. D'où Mhm. l'idée d'imposer des tarifs douaniers aux produits canadiens. Je pense que c'est ça le message que Trump essaie Ouais, d'envoyer. Tu sais, ouais. Mais Trump, il va se heurter à des problèmes structurels importants au Canada pour augmenter les effectifs militaires, acheter du matériel, l'utiliser, ce matériel. Le Canada a toujours été un pays indéfendable. Et donc, le Canada a fait, disons, le minimum de ce que les Américains demandaient. Les Américains étaient bien contents qu'on leur achète pour 8 milliards d'avions ou pour 10 milliards de frégates, etc. Ça leur faisait des contrats. Ça s'ajoutait à tous les contrats qu'ils avaient à travers le monde. Ils, ils se plaignaient un peu, mais ils n'en ont jamais demandé plus. Euh, et donc, ça les satisfaisait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment leur donner de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter de plus qu'on puisse intégrer pour la défense du Canada et de l'Amérique du Nord? Parce que les deux sont intimement liés. Ce que les Canadiens semblent oublier parfois, c'est que notre intégration militaire, elle est totale, hein. On n'a pas beaucoup de ouais. marge de manœuvre. Et donc, euh, Trump veut forcer les choses. Mais ça pourrait prendre la forme de quoi en guise de compensation? Est-ce que ça pourrait être permettre à l'armée américaine d'installer des bases, peut-être Ben, dans l'Arctique ou oui, des. ça a déjà été des projets, ça a déjà été certains projets américains. Tu te Des missiles? souviendras que pendant la- l'histoire de la guerre des étoiles, il y avait un aspect de ce programme qui était d'installer des missiles antimissiles euh, directement sur le territoire canadien, Ouais, c'est-à-dire au plus près de la frontière russe. ouais, C'était soviétique à l'époque, mais c'est russe aujourd'hui. J'ai l'impression que les Américains veulent aussi surveiller cette mer Arctique qui est partagée entre la Russie et le Canada à 75%. Les Américains ayant une petite place avec l'Alaska, avec puis l'Alaska. ensuite on a Groenland, Islande, Norvège. Mais peut-être veulent-ils être au plus près de ce qui est en train de se produire dans l'Arctique, c'est-à-dire une région qui va devenir géopolitiquement très importante et surtout navigable Ouais, 365 jours par année, ce qui n'était pas le cas avant. voilà. Bon, ben écoute, Voilà, sur ce, on va s'arrêter pour la première partie, puis très bien. on va revenir dans quelques secondes avec une discussion avec Frédéric Lasserre, qui est l'auteur du texte Corim de la semaine. Le texte, on l'a dit, porte justement sur la question des États-Unis, du Groenland. Donc, écoutez, restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Alors, chers amis, nous sommes de retour avec l'entrevue avec l'auteur Corim de la semaine. Donc, ben, Jocelyn, je vais te laisser présenter notre invité. Merci Jean-François. Alors, ça nous fait plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Lasserre, qui est professeur de géographie à l'Université Laval et qui s'est fait connaître et qui se fait connaître depuis longtemps par ses travaux sur la région arctique. Et la région arctique, bien sûr, ça concerne le Groenland. Et c'est là-dessus que nous allons interroger Frédéric. Frédéric publie sur le site du Corim un texte sur Donald Trump et le Groenland, évidemment un sujet explosif et bien d'actualité. Donc, on va donner à Frédéric 5 minutes pour présenter la thèse de son article et puis ensuite on entamera une discussion pendant une vingtaine de minutes. Alors, vas-y Frédéric. Très bien, merci Jocelyn. Alors effectivement, l'actualité est marquée notamment par les récentes déclarations du président désigné Donald Trump à l'effet qu'il souhaitait, que les États-Unis souhaitaient
racheter le Groenland au Danemark et en prendre possession au besoin par la force. Donc c'est tout un programme. Ça a suscité énormément de réactions de la part tant des médias que des acteurs concernés. La première ministre du Groenland, du Danemark, a répété que le Groenland n'était pas à vendre, tout comme le Premier ministre du gouvernement autonome du Groenland. Bref, il y a beaucoup de levées de boucliers par rapport à cette proposition. Les réactions vont de l'incompréhension à la réaction choquée, voire à l'incompréhension par rapport à la consternation par rapport à cette proposition, comme si elle n'avait pas beaucoup de sens. Alors, au-delà de l'aspect strictement diplomatique, faut quand même souligner que c'est pas la première fois que les États-Unis manifestent un intérêt marqué pour le rachat ou la prise de contrôle du Groenland. D'abord, dès 2019, le président Trump lui-même, au cours de son premier mandat, avait formulé ce souhait de racheter le Groenland. Quand on remonte plus loin dans l'histoire, on s'aperçoit que à 3 reprises déjà, les États-Unis avaient manifesté leur intérêt pour le rachat du Groenland. En 1868, donc un an après avoir racheté l'Alaska à la Russie, déjà à cette époque, Washington avait proposé au Danemark un plan de rachat de l'île qui apparemment était déjà bien, les négociations étaient déjà bien entamées et je ne sais pas trop pourquoi, j'ai pas réussi à trouver dans les archives, le plan n'a pas abouti. En 1910, l'ambassadeur américain au Danemark avait proposé un plan relativement élaboré d'échange du Groenland contre des îles de l'archipel des Philippines, les Philippines à l'époque étant étant une possession américaine. Et puis en 1946, sous la présidence de Truman, les États-Unis avaient encore formulé à cette époque une proposition de rachat en invoquant des questions de sécurité. L'objectif, c'était à cette époque de construire de nouvelles bases américaines pour se prémunir contre les incursions de bombardiers soviétiques. On était à l'époque où la guerre froide commençait à s'installer. Donc on voit que c'est pas une marotte juste du président désigné Trump, ça s'inscrit dans une certaine continuité, une préoccupation stratégique de la part des Américains. Il y a un intérêt depuis la seconde moitié du 19e siècle pour le rachat du Groenland. Maintenant, est-ce que cette proposition est justifiée telle que la formule Monsieur Trump? Il faut voir un petit peu quels sont les arguments qui sont derrière cette proposition. Donald Trump invoque des questions de sécurité nationale. Apparemment, c'est un enjeu fondamental pour la sécurité américaine que de racheter le Groenland. Alors, qu'est-ce qu'il entend par une question de sécurité fondamentale? Les médias ne s'expliquent pas davantage, donc on est obligé de formuler des hypothèses pour essayer de comprendre ce à quoi ils pensent. Les analystes, les médias du côté américain font état de plusieurs choses. Tout d'abord, développement de la navigation le long de la route maritime du Nord, donc sur les côtes sibériennes, le développement d'une certaine coopération navale dans l'Arctique entre la Russie et la Chine. Ce serait le premier aspect. Donc essayer de se prémunir contre le développement d'activités militaires navales de la part de la Russie conjointement avec la Chine et l'enjeu stratégique que représenterait le développement de la navigation arctique du côté de la Sibérie. Quand on regarde cet argument, on s'aperçoit que d'abord le transit commercial par la route maritime du Nord est certes en développement depuis plusieurs années, mais c'est un développement qui est très lent, qui concerne essentiellement des navires russes, pas tellement des navires chinois, et que les chiffres du trafic laissent entendre que même si c'est en développement, ça reste complètement marginal. On parle de 90 transits pour l'année 2024, sachant que les chiffres du transit par le canal de Panama sont de l'ordre de 14 000 passages, par le canal de Suez 2023, donc avant la crise des Houthis, on parlait d'à peu près 26 000 navires, donc on prend la mesure du décalage entre l'intérêt commercial de la route maritime du Nord qu'essaye de développer la Russie et les voies classiques par Panama et par le canal de Suez. Coopération navale entre la Russie et la Chine, oui, effectivement. Il y a eu quelques patrouilles communes qui ont été menées par les flottes chinoises et russes. On voit pas très bien, en revanche, dans quelle mesure ce serait intéressant pour les États-Unis de contrôler le Groenland pour superviser un petit peu le développement de ces activités, dans la mesure où le Groenland est exactement à l'opposé des côtes sibériennes, de l'autre côté de l'océan Arctique. Donc la distance est quand même relativement importante. On parle de près de 2000 kilomètres entre les côtes sibériennes
et les côtes nord du Groenland, alors que c'est beaucoup plus facile de superviser les incursions de la flotte chinoise dans l'océan Arctique à travers le détroit de Bering, sachant que l'Alaska est là, qu'il y a déjà des bases militaires américaines et que le détroit de Bering est beaucoup plus facile à surveiller que de superviser l'ensemble de l'océan Arctique. Par ailleurs, la flotte russe n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était à l'époque soviétique. Donc la flotte russe basée à Severomorsk du côté de la mer de Barents a vu ses effectifs diminuer de manière considérable. Donc c'est plus vraiment une menace militaire telle qu'elle existait dans les années 90 à l'époque de la disparition de l'Union soviétique. Donc cet argument de surveiller un petit peu les activités navales de la Russie et le développement d'une certaine coopération entre la Chine et la Russie peut faire sens, mais on ne voit pas très bien en quoi l'argument de contrôler le Groenland du point de vue militaire faciliterait cette tâche par rapport à l'atout que représente la souveraineté sur l'Alaska pour contrôler les éruptions de la flotte chinoise dans l'océan Arctique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le constat qu'effectivement, le Groenland suscite un certain intérêt pour des entreprises chinoises. Il y a eu, au cours des années 2016-2020, effectivement, plusieurs entreprises chinoises qui ont développé des activités minières au Groenland, qui ont répondu à des appels d'offres pour la construction d'infrastructures de transport, des ports ou des aéroports, ce qui a apparemment suscité une certaine crainte de la part de l'administration américaine, qui a fait pression à l'époque sur le gouvernement danois pour qu'il fasse pression sur le gouvernement groenlandais. Et effectivement, plusieurs entreprises chinoises ont été écartées des appels d'offres pour les infrastructures publiques. Dans l'idée que le Groenland s'achemine peu à peu vers une forme d'indépendance et où ce gouvernement risquerait d'être faible dans la perspective américaine, peut-être que l'on craint effectivement qu'un Groenland indépendant ne soit une proie facile pour la quête d'influence de la Chine envers ce pays. Et donc, on voudrait se prémunir de cette possibilité en prenant la souveraineté, le contrôle de l'île, se prémunir donc du risque politique que pourrait représenter un Groenland indépendant, mais très proche économiquement et politiquement de la Chine. Bon, c'est une seconde hypothèse. Une façon de se prémunir de ce risque serait en fait d'appuyer étroitement un Groenland indépendant dans son développement économique, puisque si le Groenland s'est effectivement intéressé à des entreprises chinoises, il ne s'est pas intéressé qu'à ce type d'entreprise. En fait, c'est par opportunisme économique au sens positif du terme. Le Groenland se tourne vers tous les partenaires économiques qui seraient favorables, qui seraient intéressés à l'appuyer dans son développement économique. Donc, il n'est pas particulièrement plus proche des Chinois qu'il ne peut l'être des entreprises occidentales ou asiatiques qui souhaiteraient effectivement participer à son développement. Donc, une façon de contrer ce risque politique pour les États-Unis serait précisément d'appuyer le développement du Groenland advenant son indépendance. La troisième option qui a été évoquée dans les médias et par certains analystes, c'est le fait que le Groenland serait particulièrement riche en ressources naturelles. On pense par exemple au gisement de Kvanefjeld, où effectivement c'est un gisement très important qui recèle de l'uranium et surtout des terres rares, dont on sait que c'est un enjeu stratégique dans le cadre de la transition énergétique. Alors effectivement, des ressources minérales, il y en a au Groenland, mais d'une part, elles sont ouvertes à toutes les entreprises, pas simplement aux entreprises chinoises. Donc toutes les entreprises, y compris américaines, qui voudraient participer à la valorisation, à l'extraction des ressources minérales au Groenland seraient les bienvenues. Par ailleurs, on a aussi beaucoup parlé de la richesse du Groenland en hydrocarbures, ce qui paraît étonnant dans la mesure où il y a eu effectivement beaucoup de campagnes d'exploration du gaz et de pétrole dans les années 2010-2020 par beaucoup de compagnies essentiellement occidentales qui ont fait chou blanc, qui ont trouvé finalement extrêmement peu de choses. Donc le potentiel pétrolier et gazier du Groenland maintenant est documenté. On sait qu'on n'a pas trouvé grand-chose de commercialement exploitable dans l'état actuel des cours mondiaux du gaz et du pétrole, à tel point qu'en 2021, le gouvernement autonome du Groenland a fermé les campagnes d'exploration, mettant la clé sous la porte, puisqu'on n'a rien trouvé finalement de très très intéressant. Donc ressources naturelles, oui, du côté minéral, donc sur la terre ferme, pas tellement pour le gaz et le pétrole, et ce sont des ressources, j'insiste bien sur ce point, qui sont ouvertes à qui veut bien les exploiter, pas particulièrement aux seules entreprises chinoises.
Bref, il y a effectivement des enjeux de sécurité qui intéressent les Américains, mais il n'y a rien qui impose de manière stratégique de prendre le contrôle de la souveraineté du Groenland pour se prémunir des risques que pourrait représenter la trajectoire politique du Groenland, Mhm. que ce soit OK. pour la surveillance des activités conjointes russo-chinoises dans l'océan Arctique, que ce soit pour se prémunir d'une influence croissante de la Chine au Groenland ou pour surveiller un petit peu l'usage des ressources naturelles. On ne voit pas très bien pourquoi il faudra absolument que les Américains prennent le contrôle du Groenland. Très bien. Écoute, merci pour ce premier lancer. Alors, laisse-moi te poser une question à caractère plus géopolitique. Est-ce qu'on n'assiste pas, et il faut avoir, je crois, en arrière-plan, l'idée d'annexer peut-être le Canada un jour ou l'autre? C'est assez loufoque, mais en tout cas, ça fait partie de la réflexion. Est-ce qu'on n'assiste pas à la construction de ce qu'on appelle la forteresse nord-américaine, que ce soit à travers les accords de libre-échange, les relations économiques et commerciales, que ce soit aussi à travers les relations militaires dont on parle très peu dans les médias en général, mais qui sont intenses entre le Canada et les États-Unis. Et alors, on peut se demander si les Américains sont pas en train d'établir ce bloc nord-américain, compte tenu du fait qu'il y aurait peut-être un bloc européen, un bloc Eurasie ou asiatique, etc. Est-ce que c'est une possibilité géopolitique discutée au département d'État ou au Pentagone? C'est une bonne question. Je ne vois rien qui filtre de ce côté-là, ce qui ne veut pas dire que ce soit pas une idée qui percole effectivement au département d'État ou dans les milieux de réflexion stratégique aux États-Unis. Là encore, c'est pas une idée nouvelle. Il faut savoir qu'au 19e siècle, il y avait eu des stratèges américains qui pensaient qu'effectivement pour le bien, l'avenir, la sécurité des États-Unis, ce serait mieux d'annexer les possessions britanniques Ouais. en Amérique du Nord. Et jusque dans les années 1870, d'ailleurs, les relations avec Londres étaient plutôt mauvaises, voire pas optimales, parce que précisément, il y avait la perception chez les Britanniques qu'il y avait des volontés d'expansion territoriale vers le Nord, et Londres avait des raisons de penser effectivement que tel était l'objectif d'une partie des cercles politiques à Washington. Donc de ce point de vue-là, ce serait encore une fois une résurgence de vieux projets géopolitique du côté américain. Et ça fait un certain sens, effectivement. Plutôt que d'avoir plusieurs États qui se partagent l'Amérique du Nord, dans cette vision stratégique américaine, on pourrait penser que c'est plus sûr, c'est plus facile de contrôler un gros bloc politique nord-américain sous le contrôle politique direct de Washington que de gérer plusieurs États, sachant que parallèlement ceci, effectivement, on assiste à une forme d'unification politique progressive du côté européen. Donc, est-ce Mhm. que ça fait partie des éléments de réflexion du côté américain? Ça pourrait être accrédité, cette idée, par le fait qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'argument qui soit mis de l'avant par M. Trump. C'est juste une question de sécurité sans plus de précision. À ce moment-là, effectivement, ça pourrait s'inscrire dans ce raisonnement. La sécurité des États-Unis est confortée par l'unification politique du continent Ouais. nord-américain. Parce que la forteresse nord-américaine, sa construction, c'est pas nécessairement conscient. Ça peut être aussi inconscient dans le sens où les relations économiques se développant, s'approfondissant encore plus qu'auparavant, on assiste de facto à l'émergence de cette forteresse nord-américaine. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que j'évoquais cette possibilité. Jean-François, peut-être? Ouais, ben, je vais aborder exactement dans le même sens, mais cette forteresse nord-américaine-là qui semble être en cours de construction, en tout cas, ça ne se fait pas sur des bases de dialogue et de négociation. Dans le cas de Trump, en fait, c'est comme une méthode un peu qui rappelle la méthode russe ou chinoise. On impose par la force ses velléités politiques
ne serait-ce que par l'intimidation, des menaces qui peuvent paraître loufoques, mais qui forcent clairement, en tout cas au Canada, forcent clairement des réflexions de la part de la population puis des politiciens sur la suite des choses. Donc, on n'est pas dans un, si on veut, on n'est pas dans une dynamique très, très, très coopérative. Puis en fait, ça s'inscrit dans la politique étrangère de Trump, qui est le principe du America First. Donc, je pense qu'au-delà de la forteresse nord-américaine, dans le cas de Trump, c'est la forteresse états-unienne qui se doit d'être sécurisée, fortifiée. Et puis, moi, ce que je vois un petit peu, ce que je perçois, je vais entendre Frédéric là-dessus, c'est lorsqu'on regarde la question du Groenland, le passage du Nord-Ouest, en parallèle avec le canal de Panama, ça donne l'impression que les États-Unis veulent essentiellement créer un étau, donc empêcher les Chinois ou les Russes de pouvoir faire du commerce via l'Amérique. Donc vraiment restreindre autant que possible les capacités de développement économique de la Russie, mais surtout de la Chine. Et puis lorsque Frédéric disait que au Groenland, tous les partenaires économiques potentiels sont les bienvenus pour venir s'installer au Groenland, extraire les ressources naturelles. Mais justement, c'est peut-être là le problème pour la nouvelle administration américaine de Trump, c'est que c'est inacceptable. Donc, les terres rares en ce moment, on sait qu'elles sont majoritairement, en tout cas celles qui sont découvertes, qui sont exploitées, elles sont majoritairement du côté chinois. Donc, de ce côté-là, les États-Unis n'ont pas vraiment un avantage comparatif. Et je pense que l'idée, en tout cas, peut-être qui se cache là, derrière l'annexion du Groenland, c'est de casser un petit peu cette dynamique-là et faire en sorte que les Américains vont être en mesure de rééquilibrer un petit peu l'équilibre des forces en matière de terres rares pour la transition énergétique, mais tout ce qui a rapport aussi à la quatrième révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. Moi, c'est un petit peu comme ça que je mets en parallèle les menaces d'annexion du Groenland et les menaces aussi par rapport au canal de Panama, parce que dans son texte, Frédéric parle des, euh, de la présence chinoise autour du canal de Panama. Puis Mhm. lorsqu'on regarde ça objectivement, oui, du côté américain, l'idée de la forteresse nord-américaine ou la forteresse états-unienne, oui, c'est problématique. Alors effectivement, si on se place dans cette perspective de crainte tous azimuts du développement des développements économiques initiés par la Chine, oui, alors effectivement, on pourrait justifier cette perspective de la forteresse américaine pour essayer d'empêcher tout projet porté par des entreprises chinoises au Groenland, pour prévenir tout développement, tout rapprochement entre le Panama et la Chine pour s'assurer du libre passage des navires américains, ça fait un certain sens. Mais à ce moment-là, pour le mode de réaction que propose M. Trump, la lecture de la dynamique des relations internationales qu'il propose, déjà s'écarte de manière encore plus claire, encore plus significative de l'ordre libéral que Mhm. pourtant il prétend défendre. Donc, ce sont vraiment des choix stratégiques et politiques majeurs à ce moment-là qu'il ferait. Par ailleurs, c'est aussi un petit peu passez-moi l'expression, prendre un marteau-piqueur pour écraser une mouche, puisqu'il y a d'autres moyens d'essayer de contrer l'influence chinoise si on souhaite le faire au Groenland, en Amérique du Nord de manière générale, autour du canal de Panama, plutôt que de prendre le contrôle à l'ancienne, version 19e siècle, si j'ose dire, de l'île du Groenland et puis du canal de Panama. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, effectivement, il y a toute une. Les Américains seraient certainement accueillis à bras ouverts s'ils souhaitaient aider le Groenland dans son développement, mais peut-être qu'aux yeux de l'administration Trump, on ne veut même pas prendre le risque d'être en concurrence avec des entreprises chinoises. On veut empêcher, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte aussi, la présence d'entreprises chinoises au Groenland. De même que l'on considère que le risque est beaucoup trop élevé, possiblement, que le canal de Panama soit en partie l'objet de l'intérêt d'entreprises américaines. Donc, on veut empêcher tout développement de relations plus proches entre le Panama et la Chine, même si ça ne veut pas dire pour autant que le Panama s'écarte des États-Unis. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une perception tellement aiguë de la rivalité entre la Chine et les États-Unis que l'on en vient à proposer de prendre le contrôle, d'étendre la souveraineté américaine
sur des points jugés stratégiques pour empêcher la présence de toute entreprise chinoise. Mais à ce moment-là, ça traduit vraiment des choix politiques, comme je le disais, qui vont amener les États-Unis à s'écarter de manière très très significative de l'ordre même qu'ils proposaient, qu'ils souhaitaient, qu'ils affirmaient défendre par rapport à la Chine. Mais est-ce Est-ce qu'on est. que, est-ce, juste rajouter quelque chose, je ne veux pas sortir de la zone du Groenland, mais est-ce qu'on n'oublie pas l'Islande aussi dans tout ce jeu nordique? Parce que finalement, les Américains ont une base militaire importante en Islande aussi. Donc, euh, on peut regarder, en regardant la carte, on voit bien qu'ils sont implantés là, déjà aussi au Groenland, et là, ils prendraient le contrôle de la souveraineté. Le Canada, on en discutera un de ces jours, à savoir si, il sera annexé ou pas. L'Alaska. Et donc, on a une stratégie de containment là, de la Russie et de la Chine, finalement, qui est en train de se mettre en place, non? Oui, bah, en fait, on reprend une logique qui prévalait à l'époque de la guerre froide, où effectivement on avait mis en place tout un réseau d'infrastructures, de bases et de stations d'écoute de radars, dont certaines infrastructures sont toujours actives. Toute la chaîne de radars, le réseau d'alerte avancée du Nord, Oui. dans le cadre du NORAD, est toujours actif. Il a été modernisé récemment. Plusieurs observateurs estiment qu'il faudrait encore le moderniser pour le mettre aux standards les plus récents. Mais quoi qu'il en soit, ce réseau de radars existe toujours. Oui. Il y a toujours la base de Thulé qui a été récemment renommée Pikufik, donc une énorme base américaine dans l'ouest, nord-ouest du Groenland. Il y a toujours le réseau d'écoute du Duke à travers l'Atlantique Nord, donc un réseau de sonars passifs entre le Groenland, l'Islande et le nord du Royaume-Uni, qui a été installé et développé pendant la période de la guerre froide pour surveiller les infiltrations de sous-marins à l'époque soviétique, qui est toujours fonctionnel. Il y a cette base à Keflavik, qui a été un petit peu réduite dans un contexte post-guerre froide, mais qui est toujours, qui fait toujours partie des Ouais. infrastructures de l'OTAN. Donc, effectivement, on pourrait, dans cette logique, réactiver toutes ces infrastructures qui existent encore à l'heure actuelle, qui sont toujours actives, les porter à un niveau d'activité supérieur. Et dans cette logique, effectivement, prendre le contrôle du Groenland. Comme je le mentionnais tout à l'heure, est-ce que c'est la question qui se pose, c'est est-ce que c'est nécessaire d'en passer par là? Si l'objectif c'est effectivement de surveiller les activités de la marine russe, beaucoup moins importantes que la marine soviétique, je l'ai souligné, et aussi de surveiller un petit peu le développement des activités navales de la Chine dans l'océan Arctique. Est-ce qu'on a besoin de prendre le contrôle du Groenland ou est-ce que on peut simplement effectivement augmenter les capacités de ces infrastructures qui existent toujours, éventuellement établir une coopération militaire accrue avec le Groenland? Bon, ça c'est effectivement une question Ouais. de jugement politique. Peut-être que effectivement pour Monsieur Trump, coopérer avec le Danemark et un éventuel Groenland indépendant, ce n'est pas suffisant. On veut effectivement prendre le contrôle et à ce moment-là développer de nouvelles infrastructures militaires. Ben, pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques minutes, tu parlais de la méthode marteau-piqueur très typique du 19e siècle qui fait fi de tous les principes de l'ordre libéral. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est pas la méthode maintenant qui est adaptée face à la menace russe et chinoise? Bon, les Russes, on l'a vu en Ukraine, c'est vraiment la méthode marteau-piqueur, mais les Chinois aussi, la création d'îles artificielles, l'intimidation de ses voisins vietnamiens, les Philippines aussi, sans parler de Taïwan, mais aussi tâcher de leur part contrôler le détroit de Malacca dans le nord de l'Indonésie pour s'assurer de ce passage-là. Il semblerait que, d'une certaine façon, c'est comme si la nouvelle administration Trump tâchait de vraiment calquer ce que les Chinois et les Russes font. Peut-être tout simplement parce que Trump s'est rendu compte que ça servait à rien de négocier avec Vladimir Poutine ou Xi Jinping. Il s'est rendu compte que peut-être avec ces deux dirigeants-là, la seule façon de dealer avec ces gens-là, c'est d'utiliser les mêmes méthodes qu'ils utilisent eux-mêmes, parce que toute forme de dialogue a pour ainsi dire, cessé
de fonctionner. C'est peut-être plus c'est peut-être moins une question qu'un commentaire dont on aura l'occasion de rediscuter dans nos prochains épisodes. Mais je sais pas, peut-être que Jocelyn ou Ah, Frédéric, vous voulez ben, rebondir là-dessus. moi, je te dirais que, juste une observation, qui a commencé le premier à envahir et à se moquer de la souveraineté depuis la fin de la guerre froide? Ce sont les États-Unis et la Ouais. Grande-Bretagne lors de l'invasion de l'Irak en 2003, Et du où Kosovo, 4 ans auparavant. oui, il y a eu le Kosovo, mais à l'époque du Kosovo, il y avait une certaine unanimité dans la communauté internationale. C'est sûr que les Chinois et les Russes étaient pas très heureux, mais ils en ont pas fait beaucoup, ils n'ont pas fait beaucoup de raffus là-dessus. Mais sur la question irakienne, on a là clairement une violation de l'ordre libéral international, un pays qui est toujours occupé, 200 000 Irakiens qui ont été tués, plus, en tout cas, vous connaissez la catastrophe qui s'en est suivie. Donc aujourd'hui, les Russes et les Chinois doivent se dire, ben, si eux le font puis ils sont pas sanctionnés, pourquoi nous on se ferait pas, on continuerait pas? Puis dans cette logique-là, ben, Donald Trump suit le mouvement. Enfin, c'est une réflexion comme ça. Mhm. Oui, j'ajouterais que effectivement, on peut comprendre la stratégie américaine avec dans cette optique-là, euh, puisque la Russie et la Chine le font. Pourquoi nous aussi n'adopterions-nous pas des méthodes beaucoup plus musclées pour faire avancer nos objectifs de sécurité nationale? Comme je le disais, déjà se pose à ce moment-là la question, est-ce que c'est le meilleur outil pour accroître la sécurité militaire américaine dans l'océan Arctique et dans l'Atlantique Nord? Ça se discute. Et puis par ailleurs, il faut voir aussi quels sont les coûts politiques qui sont associés à ces mesures. Bon, Jocelyn l'a bien évoqué tout à l'heure, les principaux accros à l'ordre libéral international ont été portés par les interventions américano-britanniques en Irak notamment, qui ont encore à l'heure actuelle laissé des marques très très importantes dans les perceptions des États de ce qu'on appelle de plus en plus le Sud global. Et si on souhaite construire un ordre international dans la région Indo-Pacifique basé sur le droit international open and free in Indo-Pacifique, eh ben, à ce moment-là, on va avoir d'autant plus de mal à construire un discours cohérent que on déploie des méthodes qui ne sont pas du tout libérales, pas du tout basées sur l'ordre juridique mondial convenu, si on prend le contrôle du Groenland, a fortiori par la force. Donc, il y a un petit peu ce décalage qu'on voit de plus en plus entre le discours et les gestes qui s'installeraient. À ce moment-là, ça décrédibiliserait, je pense, de plus en plus l'action américaine dans le théâtre d'opérations qui leur sont chers, l'Indo-Pacifique. Donc le coût politique pourrait être extrêmement élevé, même si on pourrait avoir des gains stratégiques sur le plan militaire. Oui. J'imagine que Donald Trump n'a pas sorti ça de sa tête, cette histoire-là. Est-ce que d'après toi, il y a quelqu'un autour de Donald Trump, des lobbies, des individus, des think tanks, qui lui auraient soufflé à l'oreille, tiens, ça serait une bonne idée de Puis, s'emparer du Groenland? puis, est-ce qu'il en avait aussi fait mention pendant la campagne électorale? Non, je me souviens pas de ça, mais Moi non plus. J'ai pas le souvenir non plus que pendant la campagne, il ait abordé la question, mais du côté de certains stratèges militaires, oui, il y a une certaine forme de rattrapage, je dirais, dans l'état-major par rapport aux questions arctiques qui se dessine depuis quelques années. mhm. Euh, après la chute de l'Union soviétique, pendant plusieurs années, les États-Unis se sont détournés un petit peu de la région arctique. Ils ne voyaient plus tellement quels étaient les enjeux stratégiques. Comme mon collègue Rob Hubert l'a écrit, l'a commenté abondamment, les États-Unis étaient devenus un reluctant Arctic power, donc ils s'intéressaient à l'Arctique que malgré eux, parce qu'il y avait l'Alaska, mais sinon ils considéraient plus que c'était une région vraiment stratégique depuis la disparition de la rivalité stratégique avec l'Union soviétique. Et là, depuis quelques années, ils se font rattraper par les faits, par le fait qu'il y a une velléité d'affirmer une certaine puissance importante de la part de la Russie, par le fait que la Chine
qui est vraiment la bête noire de Washington, s'intéresse elle aussi de plus en plus à cette région. Donc, est-ce que la rivalité avec les États-Unis se déplacerait aussi du côté de l'Arctique, donc par l'arrière-cour des États-Unis? À ce moment-là, ça impose une réaction stratégique américaine. Donc, on a l'impression qu'on a perdu un petit peu du temps, donc on est en position de faiblesse. Donc, est-ce que ça justifierait à ce moment-là qu'on ait soufflé aux oreilles du président désigné, ce serait de nouveau une bonne idée, effectivement, de parler du rachat du Groenland. C'est très possible. Mhm. OK. Très bien. Oui, Alors, merci merci. beaucoup, Frédéric. Très, C'était très intéressant. très Ça m'a fait intéressant. Puis plaisir. on rappelle aux auditeurs que le texte est disponible sur le site du Corim, donc corim.qc.ca, CORIM. Je vais aussi mettre le lien dans le descriptif du vidéo sur YouTube. Euh, donc, écoutez, chers auditeurs, sur ce, on vous dit au revoir. C'est déjà la fin de notre 16e épisode, mais le premier de l'année 2025. Et puis, écoutez, on va vous revenir la semaine prochaine avec du nouveau matériel, du nouveau contenu, avec d'autres invités tout aussi intéressants que Frédéric Lasserre, que nous avons reçu cette semaine. Donc, sur ce, je souhaite à tous une très bonne semaine et on se revoit très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.